de Louis XIV. À part ça, l'actualité de l'emploi, c'est ici que l'on la traite tous les jours. Il y a un secteur qui recrute aujourd'hui, c'est bien celui de la maintenance ferroviaire. Il y a eu pas mal d'accidents, il a été question de refaire beaucoup de voies. C'est justement ça. Puis il y a le chantier du Grand Paris, les besoins sont importants, vous l'avez compris, les formations sont ouvertes aux jeunes et aux moins jeunes aussi. Démonstration avec Sophie Pignal. Et c'est ici, à Mont-Soleil-Mines, que les industries du cluster du ferroviaire ont décidé de créer un outil de formation unique. Un outil à échelle 1. Le terrain de jeu, il est formidable puisqu'il y a tous les éléments qu'on peut retrouver sur les voies ferrées de notre territoire national. Un cluster, c'est une grappe d'entreprises qui s'allient, qui associent leur engagement et leur talent pour avoir des initiatives commerciales, pour avoir de l'innovation et pour former. Les besoins sont importants. Ils concernent des jeunes passionnés de mécanique, d'hydraulique. Des jeunes qui, dès leur entrée en formation, vont se retrouver dans les conditions du réel. Nous ciblons des jeunes qui sont intéressés par la technique, c'est particulièrement important parce que c'est ce qu'ils vivront au quotidien, et puis qui ont le savoir-être qui correspond aux contraintes du métier, c'est-à-dire une attention toute particulière à la sécurité. Alors c'est une machine, c'est une pelle rail-route en fait, elle sert tout simplement à aider les gars sur chantier. J'ai fait un bac pro maintenance industrielle. Et j'ai poursuivi sur une mention complémentaire en hydraulique, en alternance avec Novium. Je suis technicien monteur, donc j'assiste la machine du début à la fin jusqu'à la mise en conformité pour passer l'agrément SNCF, qui est très strict en termes de sécurité. Et il est fortement apprécié qu'un élève puisse passer du bac au BTS et continuer ensuite avec une licence. Parce qu'on sent vraiment la culture d'entreprise et l'entreprise qui l'accompagne sait qu'il sera ensuite capable, par exemple, de manager une équipe. De nombreuses places sont également ouvertes aux adultes en reconversion professionnelle. Des adultes qui peuvent venir d'horizons très éloignés du ferroviaire. Ça ouvre des perspectives à des personnes qui souhaitent s'orienter différemment, qui étaient auparavant, par exemple, dans l'hôtellerie et qui décident de s'investir dans la maintenance d'un train ou d'engins ou de voies. J'ai fait 12 ans dans l'hôtellerie et je me suis retrouvé au chômage. Et un jour de février 2012, je suis tombé sur une offre qui me remettait le pied à l'étrier par le biais du ferroviaire. Un secteur que je ne connaissais pas et le 12 avril, j'ai commencé une formation pour être annonceur sentinelle. Je suis passé d'un poste d'annonceur sentinelle à un poste de responsable opérationnel. Je m'occupe de 12 conducteurs de train. Aujourd'hui, je gagne mieux ma vie dans le ferroviaire que dans l'hôtellerie. Si la formation se déroule en Saône-et-Loire où les structures d'accueil pour les apprentis, les stagiaires sont très nombreuses, les emplois, eux, sont répartis sur l'ensemble du territoire. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, contactez Virginie dont les coordonnées s'affichent actuellement sur l'écran. Belle épopée des Français à Flushing Meadows aux États-Unis, tournoi international de tennis dans la banlieue de New York avec des Français. Mais c'est miraculeux qu'il y en ait un qui soit en demi-finale. Formidable, bravo. Il y en a un parce qu'ils étaient, en fait, il y avait deux Français face à face. Donc Gaël Monfils qui a battu Lucas Pouille. Lucas Pouille qui avait été héroïque, on avait parlé face à Raphaël Nadal. Bon bah Lucas Pouille s'arrête. Fatigué, voilà exactement. Et Wilfried Tsonga qui lui a abandonné face à Novak Djokovic. On va commencer par ça, c'est ce qu'il y a de plus frais, de plus chaud. Regardez Wilfried Tsonga qui a abandonné en début de troisième manche de son quart de finale ici à New York. Le Français 11e mondial était mené 6-3, 6-2 par Novak Djokovic, le numéro 1 du classement et tenant du titre. Touché au genou gauche, le Manceau a fait appel au kiné. Le kiné qui l'a longuement manipulé donc au bord du terrain. C'est arrivé au début du match. Exactement. Le bandage a été placé sur le tendon rotulien, mais ça ne lui a pas permis d'aller jusqu'au bout. Dans le dernier carré, le Serbe Djokovic sera opposé à un autre Français, donc Gaël Monfils. C'est au moment où il abandonnait Tsonga. Le Parisien 12e mondial lui a mis fin au rêve américain de son compatriote Lucas Pouille. Le jeune nordiste, comme vous l'avez dit sans doute, cuit 48 heures après son marathon victorieux contre Nadal. Monfils, lui, a été impeccable, implacable. Victoire 6-4, 6-3, 6-3. Il n'a pas encore perdu le moindre set ici.
Et c'est la première fois qu'il se hisse en demi-finale à l'US Open. Il ne s'était pas retrouvé aux portes d'une finale d'un majeur depuis Roland-Garros en 2008. Et Monfils et Djokovic se rencontreront pour la 13e fois. Le Français ne s'est jamais imposé. Encore un petit mot de tennis, William, pour vous dire que Caroline Garcia au service et sa compatriote française Kristina Mladenovic sont en demi-finale du double féminin. Elles ont battu l'Indienne Mirza et la Tchèque Stikova. Garcia et Mladenovic ont remporté 5 titres cette année, dont Roland-Garros. Donc la France bien représentée du côté de New York. On connaît les autres demi-finalistes? Non, pas encore. Non, pas encore. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du foot, oui. On va pas s'étendre parce que on va passer rapidement. C'était les qualifications, début des qualifications pour le Mondial 2018. Alors Didier Deschamps parle d'une contre-performance. On ne s'étend pas, mais je vous montre quelques actions quand même. Il y en a eu plusieurs. Regardez, sur la pelouse de Borisov, les Bleus n'ont pas réussi à marquer. Le Biélorusse Kalachev, lui, a bien failli ouvrir le score en première mi-temps. Et après la pause, la France va accélérer. La France qui s'offre plusieurs occasions. Giroud, Griezmann, Kurzawa, entre autres, ont tenté leur chance. En tout, les Français ont tiré, écoutez-moi bien, 24 fois sans marquer. Prochain rendez-vous dans un mois face aux Bulgares. Des Bulgares qui ont battu le Luxembourg 4-3. Et dans ce même groupe A, Suède et Pays-Bas se sont quittés sur un nul 1-1. But suédois de Berg. Égalisation néerlandaise de Snyder. Voilà pour ce groupe A. Encore un petit peu de foot avec les Portugais, champions d'Europe, privés de Ronaldo hier soir, qui ont encaissé 2 buts à rien en Suisse. But de Mbolo et de Mehmedi. Et la Belgique, William, qui a dominé Chypre 3-0 avec un doublé de Lukaku. Mais si vous vouliez voir une victoire d'une équipe de France de foot, il fallait suivre les espoirs, les moins de 21 ans. En éliminatoire de l'Euro 2017, les Bleus ont battu l'Islande avec des buts doublés de Tolisso 2-0. La France est deuxième de son groupe. Voilà pour le football. On parle un petit peu de hockey. Ouais. Voilà, avec des Rouennais qui se sont fait refroidir en Suisse. C'est en Ligue des Champions. Ils ont encore perdu 3e défaite des Dragons de Rouen. Regardez, donc Davos en jaune qui a éteint les Dragons de Rouen. Défaite 3-2 après prolongation des Rouennais qui n'ont toujours pas gagné le moindre match en poule préliminaire de cette Ligue des Champions. Donc ça se passait là-bas en Suisse. Ce soir, à suivre sur France 2 à 22h40, la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques à Rio. Voici quelques images du clip officiel de soutien à l'équipe de France que vous pouvez voir sur Internet. 126 athlètes tricolores, 23 disciplines que vous pourrez suivre sur France Télévisions. Et la France qui est rentrée de Londres il y a 4 ans avec 45 médailles, dont 8 en or. Ces Jeux Paralympiques, donc du 7 au 18 septembre. Et pour terminer, je vous emmène dans le ciel haut-savoyard, au-dessus du lac d'Annecy, où se sont déroulés les 2e championnats du monde de parapente acrobatique. Discipline spectaculaire mais poétique que nous avions testé cet été pour Télématin samedi, où j'avais un petit peu, je mettais le cœur, il en prend un petit coup. Ouais. Décollage du col de la Forclaz au-dessus de Taloir, Montmain et atterrissage en face de la plage de Doussard. 34 athlètes, 16 pays. La France qui a brillé avec les 2 premières places sur le podium solo pour François Ragolski et Tim Alonghi, et Théo Deblic qui lui s'offre l'or en synchro. Discipline, regardez comme c'est beau. C'est voilà, ça. Manœuvre extrême. Ils font ça à 2. Voilà. Et ils répètent au sol, ils répètent en l'air. Et il faut être le plus synchro possible. C'est très très beau. Donc vous avez le même vent. Vous avez le même vent, mais sauf que parfois votre vent est annulé par l'aile de l'autre. Exactement. Voilà. Donc c'est compliqué. C'est très précis ça. Très précis. Vous l'avez fait ça? Alors pas à 2. Si à 2, mais avec quelqu'un derrière moi. Parce que dire, en tandem, comme on dit. Merci Grégoire. Actualité du cinéma avec The Free State of Jones. C'est un film américain qui dresse le portrait d'un héros méconnu de la guerre de sécession aux États-Unis. Et en attendant sa sortie ici en France, notre correspondant en Californie, Claude Budin-Juteau, a rencontré celui qui l'interprète, cet homme à l'écran. C'est le talentueux Matthew McConaughey, je disais tout à l'heure, l'un des meilleurs acteurs de sa génération, actuelle donc. Et il a rencontré aussi l'une de ses partenaires. Voici leur entretien. It ain't just for us. Black, white, rich, poor. It's for everybody. Free State of Jones est basé sur une histoire vraie. Aux États-Unis, en pleine guerre de sécession, un homme du Mississippi prend la tête d'un groupe de rebelles pour se battre contre les Confédérés. L'homme s'appelle Newton Knight et il est joué par Matthew McConaughey. Bonjour Matthew. Bonjour Claude. Comment ça va? Ça va bien. Newton Knight, un personnage inhabituel à une époque intense de l'histoire américaine. Here's a guy who lived in the Deep South and enlisted on
behalf of the Confederacy, but swore he'd never fire a shot on the behalf of the Confederacy because he didn't believe in what they were fighting for. He then deserted, went on the run. After he defended his own family's freedom and his neighbor's freedom, he took up and moved in with a bunch of runaway African-American slaves that were living in the swamps. And they were hiding out, basically saying, let's wait till the war's over. And he said, no. Let's get some munitions, let's get some guns, let's take the fight to them. Et c'est ainsi qu'un petit fermier blanc du Sud devient un héros de la guerre révolutionnaire en se battant pour sa liberté et celle des esclaves qui se joindront à lui. Parmi eux, Rachel fait partie des femmes émancipées qui finira par se marier avec Newton Knight. Elle est jouée par Gugu Mbatha-Raw, une actrice anglaise dont le père est sud-africain. Often in movies you see that it's like black versus white and it's like, you know, people are against each other. In this movie you really see that there are poor white farmers and escaped slaves working together as one. That was, you know, I didn't know that happened. Le tournage se fera sur place dans le sud des États-Unis, dans le bayou de Louisiane notamment, où les acteurs ont dû braver des conditions de vie pas toujours très confortables. My family and I stayed in one of my Airstreams in the swamps. So we had four-wheelers and boats, and we'd take midnight rides out and through the swamps. And it was very authentic out there, to say the least. I mean, we saw alligators on a daily basis when we were in the swamps, a lot of mosquitoes. But it was great because, you know, you don't really have to act. The conditions, they're all around you. Le film est écrit et réalisé par Gary Ross, auteur notamment de Pur Sang, la légende de Seabiscuit, et de Hunger Games. Pour Free State of Jones, il a choisi un directeur de la photo français, Benoît Delhomme, pour lequel Matthew McConaughey a beaucoup d'admiration. Benoit knows how to dance with that camera. He's so smooth in finding details. I mean, he's a true artist, Benoit, and not really of this world in a wonderful way. We declare the land north of Pascagoula Swamp to be a Free State of Jones. Free State of Jones est un film qui a coûté 65 millions de dollars avec plus de 2800 figurants, mais qui a su garder un regard intimiste sur un homme qui a fondé son propre État, libre. Un nouveau regard sur la guerre de sécession, une période de l'histoire qui a marqué l'Amérique jusqu'à encore aujourd'hui. Voilà, l'État libre de Jones, Free State of Jones, c'est mercredi prochain sur les grands écrans, ici en France. Voilà, l'État libre de Jones, Free State of Jones, c'est mercredi prochain sur les grands écrans, ici en France. Avec Frédéric Gersal, on va s'intéresser maintenant, on va parler de guerre aussi, mais vous allez voir, c'était un petit peu avant. Son nom de guerre parce que sinon il s'appelle de la Tour d'Auvergne, s'il vous plaît. Alors pourquoi on l'appelait Turenne? Il était vicomte de Turenne par son père. Voilà. Alors Turenne, c'est un petit village qu'on peut visiter encore aujourd'hui, évidemment. C'est en Corrèze, on salue les Corréziennes et les Corréziens. Et c'est un merveilleux d'ailleurs petit village. Oui. Alors je vous vois mal dire Rosnavier, c'est moche. Oui, c'est vrai. Non, mais là c'est rare à la télé. Mais oui, mais là c'est vrai en plus. Donc on se trouve, c'est une des vicomtés du Limousin, je vais y arriver. Donc, en fait, il porte le titre de son papa, qui était aussi maréchal de France. Oh. Alors, son papa est de la Tour d'Auvergne, sa maman est née Orange Nassau. Vous allez me dire, bon, pas trop de noms, parce qu'on ne comprend pas tout. La Hollande. Ah ben voilà. C'est-à-dire qu'il va pouvoir hésiter. Au début, il veut être homme de guerre. Hein. Il a vu les exploits de César. Enfin, il a lu les exploits de César, d'Alexandre. Il se dit, moi aussi, je veux être homme de guerre, comme papa, comme grand-père. Et j'en doute, vais-je faire une belle carrière. Mais il hésite. Il peut être à la fois, il peut servir la France, du côté paternel, et il pourrait très bien servir la Hollande, enfin les Provinces-Unies, du côté maternel. Il parlait le flamand, donc. Alors, peut-être, ça, je ne sais pas. Mère. Oui, ça, c'est bien possible. Ah ouais. Parce que sinon, il n'aurait pas pu servir sous les troupes néerlandaises s'il ne parlait pas la langue. Alors, en fait, ce qu'il n'a pas accepté de faire, il a finalement servi la France, on le sait, puisqu'il fait partie de l'histoire de France. Il est dans nos grands livres. Quand vous parlez de Louis XIV et que vous parlez d'hommes de guerre, vous avez qui vous vient tout de suite à l'esprit depuis notre scolarité? Turenne et Vauban. Et oui, Turenne et Vauban. Alors, on regarde des images tout de suite qui vont nous permettre de plonger à l'intérieur de cette histoire. Et évidemment, cet Henri de la Tour d'Auvergne voilà son portrait. Il va marquer son temps parce qu'il obtient son premier régiment à l'âge de 20 ans. Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais ça c'est grâce à papa. Oui, peut-être, mais en plus c'est un homme de guerre extraordinaire. Il prend soin de ses hommes. Il va être surnommé le père des soldats. C'est-à-dire qu'il ne les fait pas marcher pour rien. Il ne les fait pas se battre pour rien. Il veille à leur ravitaillement.
ravitaillement. Il est là pendant tout le combat, aux côtés de ses généraux. Et puis, il est là après le combat, quand il faut venir en aide à ceux qui souffrent ou qui ont été touchés. Louis XIV, très jeune, donc beaucoup plus jeune que sur l'image que l'on voit, lui donne son bâton de maréchal, alors que Turenne n'a tout juste que 32 ans. Il va devenir général maréchal des armées du roi jusqu'à ce jour de 1675, où un crétin va tirer un boulet et le boulet va venir lui fracasser le côté gauche. Je dis un crétin parce que c'est un artilleur, il faisait son boulot, vous allez me dire. Seulement voilà, et on ne sait pas pourquoi ce boulet est parti alors que la bataille en elle-même n'avait pas commencé. C'est un artilleur ennemi. Ah ben bien sûr, oui, tout à fait, vous avez raison de le préciser. Oui. Et il est presque mort sur le champ de bataille. Alors Henri de Turenne, évidemment, a marqué les esprits, oui, on l'a dit. Et surtout, Louis XIV a dit, j'ai perdu là, je suis épleuré parce que j'ai perdu là l'un de mes plus beaux capitaines, un capitaine, l'un des meilleurs du monde. Et il sera enterré, d'ailleurs, à la demande de Louis XIV, il est enterré à la basilique de Saint-Denis, aux côtés des rois de France. Au moment de la Révolution, les révolutionnaires, vous savez, vident tous les cercueils, et celui de Turenne est respecté. Du coup, il est enterré au Jardin des Plantes, entre un rhinocéros et un hippopotame. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah ben, on essaye au moins de lui donner une sépulture. Et c'est Bonaparte qui va le rechanger et va l'envoyer aux Invalides, où son corps se trouve encore aujourd'hui. Dans la famille à la Toussaint, à chaque fois, il déménage. Ça fait chair en fleurs, oui, vous avez raison. Oui. Mais il était maréchal de France. Alors oui, vous avez raison, maréchal de France. Mais comme son papa était maréchal de France, et deux de ses neveux seront maréchaux de France aussi. Oui. Mais enfin, il a un peu pistonné, parce qu'il y avait un neveu qui est devenu... Il n'a pas eu d'enfant. Donc il y a un neveu qui est devenu cardinal, les autres, il les a placés dans l'armée. Quand même. Ah, mais il avait le bras long. Il y a eu récemment Henri de Turenne aussi. Ah oui, absolument. Oui. Un autre, mais qui n'était pas un descendant. Qui faisait de la télévision. Ah, ben voilà. Ben, vous voyez, merci beaucoup. Pas un descendant, mais peut-être de la famille quand même. De la famille, oui, bien sûr. Oui, allez, à tout à l'heure, si vous revenez. Je veux bien, moi. Voilà. Avec, pour commencer, Frédéric, un article qui vous a surpris. Oui, ça nous fait même nous demander, je l'avoue, dans quel type de société on vit et jusqu'à quel point de bassesse nous allons parfois dans la course au profit, si en tout cas les informations de ces deux articles dans Sud-Ouest et dans Ouest France sont exactes. Une factrice aurait fait un AVC, un accident vasculaire cérébral, et ses chefs ne voulaient pas qu'elle quitte son poste. Ça se passe dans le Nord, dans la ville de Villeneuve-d'Ascq, tout près de Lille. Selon ces deux journaux, une jeune factrice, en se réveillant, ne se sent pas bien. Elle appelle ses chefs en disant qu'elle ne va pas pouvoir venir, mais, je cite, on lui met la pression pour qu'elle vienne quand même, parce qu'elle est en CDD. Alors elle va travailler, mais une fois à son poste, ça empire, elle fait un malaise, elle appelle à nouveau son chef, qui lui aurait répondu « Finis d'abord ton travail, on appellera les pompiers après ». Voyez également la page du site d'information de France 3 Nord-Pas-de-Calais sur ce sujet. Alors attention, la direction de la Poste conteste cette version. Elle dit que les secours ont été appelés à temps, mais la jeune femme présente des témoins. Et depuis cet accident vasculaire il y a quelques mois, parce que c'était en février, elle aurait des séquelles. Elle déclare, je cite, que les conditions de stress sont invivables, surtout pour elle en tant que CDD, puisqu'elle ne peut rien refuser, dit-elle. Problème de la précarité de certains emplois. Elle a déposé plainte et la justice dira donc maintenant qui a raison et tort dans cette affaire. Alors le manque d'argent et la tension sociale sont également l'objet de cet article de l'Humanité qui rappelle, vous le voyez, que la précarité, ça signifie aussi que des gens en France n'ont pas les moyens de se soigner, notamment c'est le cas des soins dentaires. Vous savez que les soins dentaires ainsi que les lunettes, c'est très mal remboursé. Témoignage dans cet article de personnes qui gagnent le SMIC. 2/3 des familles dont le revenu est inférieur à 1 200 € par mois disent qu'elles renoncent souvent à certaines dépenses de santé. Et en plus, ça a tendance à s'aggraver ces dernières années, selon un sondage Ipsos cité par l'Humanité. Problème également avec les médecins spécialistes qui parfois ne sont pas intégralement remboursés. Et même les professions les plus essentielles, ceux qui s'occupent de notre sécurité en cette période d'attentat, même les militaires, vous le voyez, disent être à bout de fatigue, eux aussi, en raison du manque d'argent. Vous voyez cet article du journal Les Échos. L'armée admet même renoncer à certaines missions, parfois faute de moyens, dit cet article. Parfois, on est obligé de laisser filer de dangereux djihadistes. Par exemple, lors de nos interventions militaires au Mali, on est obligé de les laisser filer parce que l'hélicoptère est en réparation ou parce que l'armée française, là-bas, n'a que 3 drones en tout et pour tout pour couvrir l'ensemble du Sahel, faute d'argent, là encore. Pourtant, de l'argent, il y en a. C'est la une de Libération, pas moins de 1 000 milliards d'euros à l'échelle de l'Europe. 1 000 milliards de recettes fiscales échappent à notre pays et à nos voisins en raison de la fraude fiscale et des montages plus ou moins réguliers des multinationales. Alors ça nous concerne directement puisque c'est nous les contribuables qui compensons. C'est votre impôt, madame, monsieur, qui sert à payer ce que les entreprises frauduleuses ne payent pas. Les deux frères Bocquet, Alain Bocquet, il est député du Nord, et Éric Bocquet, sénateur du Nord,
propose donc non plus une COP 21 comme pour l'environnement, mais une COP fiscale, grande conférence européenne pour régler enfin ce problème, parce que l'Europe, vous le savez, commence seulement à s'attaquer à certains de ses membres comme l'Irlande qui permet l'évasion fiscale de firmes comme Apple. Cet argent, si enfin on parvenait à le récupérer, cet argent permettrait de ne plus avoir à choisir entre diverses missions pourtant tout aussi essentielles dans nos pays européens. Libération, par exemple, nous apprend que dans les universités, on est obligé, vous le voyez, de choisir entre les vigiles pour la sécurité et les installations pour accueillir les handicapés. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour faire les deux. Les handicapés passeront donc à la trappe pour l'instant, nous dit cet article de Libération. Je termine avec une bonne nouvelle, il en faut après tout ça. Le journal La Croix nous apprend qu'en France, en ce moment, les salaires augmentent. Le journal se demande même, vous le voyez, s'ils augmentent trop. Et si ça ne menace pas la compétitivité des entreprises françaises. Alors le problème, comme toujours, c'est quels salaires ? Les salaires de certains augmentent alors que d'autres sont toujours dans la précarité. C'est toujours la question éternelle. Vous lirez ce débat dans La Croix. Merci Frédéric. À tout à l'heure. Chine. Retrouver notre correspondant sur place, Arnaud Miguet. Les Chinois, vous le savez probablement, on l'a dit ici, implantent des vignobles chez eux déjà depuis pas mal d'années. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'ils en consomment beaucoup. C'est ça Arnaud, non ? Bonjour. Oui William, bonjour. En effet, les Chinois buveurs de thé, pas seulement, ils boivent de plus en plus de vin. Ce sont d'ailleurs très officiellement les premiers consommateurs de vin rouge au monde. Alors que la consommation en France baisse, elle a été multipliée par 2 en Chine ces 5 dernières années. Alors bien sûr, on importe du vin rouge de propriété achetée en France par des Chinois, mais pas seulement. La Chine est aujourd'hui le 2e vignoble au monde et gageons que dans quelques années, ils seront les premiers. Alain de Chalvron et Sylvain Giaume sont allés visiter un très beau château à 60 km de Pékin où l'on fait du vin depuis 120 ans et où l'on prend aussi des cours d'œnologie. En Chine, on ne fait jamais les choses à moitié. Beau vignoble et beau château. Château avec un X. Tant qu'à faire, il y en a 3. 3 pour le prix d'un. Avec un petit village bien de chez nous en prime, où les jeunes mariés aiment à poser, contre espèces sonnantes et trébuchantes, naturellement. Bienvenue au domaine de Changyu, château Afip, pas Lafitte, Afip, à une 60aine de kilomètres de Pékin. La Grande Muraille n'est pas loin. On se revendique de la grande tradition viticole d'Europe, loin des grands domaines nouveaux qui font des milliers d'hectares, où on fait le vin à la chaîne. Ici, ça fait plus de 120 ans qu'on travaille le raisin. Nous sommes le plus ancien domaine agricole du pays, fondé en 1892. Avec 8 vignobles en Chine, nous sommes leaders. Et si nous avons survécu à la révolution culturelle, c'est grâce au soutien de Mao en personne. Le vin, du moins le haut de gamme, vieilli en barrique française, ne manque pas d'ambition, du moins question prix. On est le plus souvent au-dessus de 12 €, voire 100, voire même pour le number one, 2200 €. Les amateurs se régalent dans les restaurants du village. Ce château est formidable, car pour ceux qui n'ont jamais été en France, c'est une bonne façon de sentir l'atmosphère française. Et puis, le vin est très bon. La société Changyu, forte de sa tradition, s'investit dans l'éducation. Aujourd'hui, le professeur Maison reçoit un groupe d'étudiantes de la faculté d'œnologie de Pékin, une formation très à la mode et très prisée. J'ai choisi cette formation parce que ça me donnera l'occasion d'aller étudier en France, à Bordeaux. Et après, je serai super compétitive car la France est le royaume du vin. La France, royaume du vin dans l'Empire du Milieu, c'est encore le cas et ce domaine avec son village et ses châteaux le prouve toujours. Incroyable. Arnaud, ça c'est pour le vin rouge, mais un petit coup de blanc, un petit coup de rosé, c'est possible ça? On n'en boit pas, Chine? La réponse, William, tient dans la couleur, mais pas seulement. Pays communistes, vin aux couleurs de leurs opinions, non, certainement pas. Le rouge, c'est la couleur en Chine du bonheur ou de la fortune. Et puis surtout, c'est bien meilleur pour la santé. Et pour une partie de la classe moyenne en Chine, ça compte aujourd'hui. Il est bien meilleur de boire du vin que de l'alcool de céréales ou de l'alcool de riz, parfois à plus de 50 degrés. Le vin blanc, en revanche, se boit plus frais. Les Chinois aiment moins. Et puis surtout, le blanc, c'est la couleur du deuil, forcément moins populaire. Ah oui, bien sûr. Merci Arnaud. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Alors le chef de l'État prend la parole demain. Est-ce qu'il faut qu'il accélère son calendrier, qu'il donne un signe d'une éventuelle candidature?
Bon, d'abord, je pense que le calendrier du chef de l'État sortant est toujours un calendrier un peu particulier par rapport aux autres candidatures à une primaire. Oui, il y a une primaire à gauche. Oui, il y a des candidats qui se sont déclarés. Mais ces candidats-là n'ont pas le même calendrier que celui qui est aujourd'hui au sommet de l'État et qui, à ce titre, a un certain nombre de dossiers, de sujets très importants, très lourds, très sérieux à gérer pour l'ensemble des Français. Vous croyez qu'il regarde les sondages, le président de la République, Najat Vallaud-Belkacem? Oui, non, mais sans doute. Mais ce que je veux dire par là, c'est simplement que c'est aussi rendre service et être utile aux Français que d'assurer à la tête de l'État une stabilité, une sérénité que ne permet pas, à mon avis, une entrée en campagne trop rapide. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République a réservé sa décision au mois de décembre qui vient. Pour autant, je l'ai déjà dit, notamment à mes camarades socialistes de gauche, je pense qu'il est vraiment temps pour nous de nous mobiliser collectivement, de nous rassembler et de commencer à faire campagne sans que le président sortant se soit déjà déclaré candidat. On peut faire campagne sans candidat? Bien sûr, parce que nous pouvons d'ores et déjà aller voir les Français pour expliquer quel a été le bilan de ce quinquennat, commencer à parler du projet et faire en sorte, en tout cas, de donner à voir que la gauche au pouvoir, ça a été un progrès pour ce pays. C'est ça qui permettra de sortir de ces sondages dont vous allez me parler. Ben oui, ben voilà, je vais vous en parler parce que c'est le dernier sondage TNS-Sofres. François Hollande est distancé par son ministre de l'économie dans un sondage d'intention de vote. C'est quand même une course contre la montre qui est engagée. Il y a une partie de vos camarades, Julien Drey qui appelle François Hollande à renverser la table, Manuel Valls qui lui demande de fixer un cap. Il y a un peu de fébrilité de leur part. Mais justement, ce qui est assez notable, en l'occurrence, c'est que s'il y a de la fébrilité chez certains, chez le président de la République, en revanche, il n'y en a pas. Et je trouve que c'est rassurant. Il ne faut pas qu'il y ait de la fébrilité chez le président de la République, qui est aux responsabilités en ce moment même et qui doit, le plus loin possible dans son quinquennat, veiller d'abord à la France. Pour le reste, cela ne nous empêche pas, nous, les membres du gouvernement, les parlementaires, les militants sur le terrain, de nous retrousser en revanche les manches pour aller au-devant de l'opinion publique, des Français, et pour leur dire ce que nous avons fait, ce que nous allons encore faire, dans une période politique qui est quand même une période très dangereuse, parce qu'on voit ce qui se prépare en face de nous, on sait dans quel état serait le pays si on laissait la droite actuelle l'emporter en 2017. Donc oui, il y a une responsabilité à prendre pour chacun de nous. Alors la rentrée, c'était il y a une semaine, et demain les professeurs sont déjà dans la rue. Ils vont manifester en particulier contre la réforme des collèges. Est-ce que vous comprenez leur colère ? Écoutez, d'abord, la rentrée scolaire s'est bien passée. J'espère que vous l'aurez constaté. On a vu qu'il manquait des profs qu'on allait chercher sur le Bon Coin dans le journal, dans l'Aveyron. D'ailleurs, c'était un sujet tout à fait charmant. Bien sûr, chaque rentrée scolaire a son lot de petites classes ici qui ferment, d'effectifs manquants qui entraînent donc forcément des changements organisationnels dans l'école. Mais honnêtement, si on compare cette rentrée scolaire par rapport à celle qu'on connaissait il y a quelques années encore, vous le savez, les choses se passent très bien sur le terrain. Les postes ont été créés, ils sont là. Les nouveaux programmes dont on a tellement parlé l'année dernière, ils se mettent en application et honnêtement, avec la satisfaction des enseignants qui les utilisent, tout comme les nouveaux programmes de maternelle l'année dernière avaient été plébiscités par les enseignants. Et pourtant, les profs sont dans la rue. Pourquoi ? Comment vous l'expliquez ? Est-ce que je vous posais la question, est-ce que vous comprenez leur colère ? Mais parce que, d'abord, est-ce que je comprends leur colère ? Oui, on a demandé beaucoup aux enseignants depuis le début du quinquennat, mais parce que c'est l'exigence et l'ambition d'une politique éducative de gauche que de ne pas s'en tenir à créer des postes. C'était très important parce qu'ils avaient été supprimés auparavant. Créer des postes dans l'éducation, certes, mais aussi changer les organisations, changer les programmes, changer à certains égards les pédagogies. Bien sûr que ça veut dire beaucoup de nouveautés, beaucoup de contraintes pour les enseignants qui ont à les mettre en œuvre. Et je veux leur dire que j'ai tout à fait conscience que ça n'est que par eux que nos réformes peuvent réussir. Et donc ce sont les acteurs évidemment majeurs de cette refondation. Mais ils contestent vos réformes, en particulier la réforme des collèges pour certains. D'abord, certains les contestent. Je sais qu'on aime toujours bien mettre en avant ceux qui revendiquent ou qui contestent, mais la vérité, c'est qu'il y en a aussi qui les appliquent. Il y en a qui les appliquent avec beaucoup d'enthousiasme, il y en a qui les appliquent parce qu'il faut les appliquer, c'est ainsi. Et vous aurez en effet le 8 septembre un mouvement. Moi, je ne porte pas de jugement. Les organisations syndicales sont libres de leurs faits et gestes. Je dis simplement que les enseignants, à la fin de ce quinquennat, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure,
sauront, je crois vraiment, faire la différence entre un gouvernement de gauche qui aura recréé 60 000 emplois, un gouvernement de gauche qui aura fait en sorte que tous les élèves à la fin de la 3e acquièrent un socle commun de connaissances, de compétences, de culture, contre un gouvernement de droite. Écoutez les propos de Bruno Le Maire qui se propose de rétablir la sélection à l'entrée en 6e. Nicolas Sarkozy veut un pacte de confiance avec les enseignants. Ça vous fait sourire déjà? Oui, ça me fait sourire parce que vous vous souvenez que j'avais pris une part active à la campagne de 2007, la campagne présidentielle de 2007, et il avait déjà parlé d'un pacte de confiance à l'époque, sauf qu'à l'époque, il avait oublié de dire aux enseignants que son pacte de confiance passerait par la suppression de 80 000 postes dans l'éducation nationale. Quel dommage. Une association d'Evry a été fermée par la ville et l'État alors qu'elle abritait une école coranique clandestine. Ce sont des structures qui ne relèvent pas de votre ministère, mais est-ce que vous demandez aux élus la plus grande vigilance ? Oui, bien entendu, et j'allais dire, si vous regardez le travail que nous avons entamé au printemps dernier, qui est un travail très important, qui consiste, s'agissant de ce qu'on appelle les écoles hors contrat, parmi lesquelles il y a des écoles confessionnelles, musulmanes ou d'autres confessions. Donc sur ces écoles hors contrat, nous avons décidé que désormais, elles ne pourraient pas s'ouvrir aussi facilement qu'elles le faisaient jusqu'à présent et qu'on passerait d'un régime de simple déclaration qui prévalait à un régime d'autorisation. C'est une façon de mieux maîtriser, contrôler ce qui se passe et la transmission des valeurs de la République et la qualité pédagogique qu'on offre dans ces écoles hors contrat. Mais s'agissant de l'école d'Evry, on parle d'école, mais en fait c'est un peu particulier, c'est plus exactement une association qui offre des cours religieux en plus de la scolarité à des élèves. Cette association, donc, elle doit obéir à des principes simples, être déclarée auprès des services de la jeunesse en particulier. Visiblement, elle ne l'a pas fait, elle était dissimulée, donc elle a été fermée à bon droit par la ville d'Evry. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem. C'est à vous, William. Merci. Bonjour Laurence. Bonjour William. Avec Laurence Ossolaza, on va vous parler de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, plus communément appelée la DMLA. Alors, est-ce que vous saviez que la rétine était composée d'une forme d'oméga 3 ? Une fois qu'on vous a dit ça, vous devez deviner que certains aliments, oméga 3, aient une action sur les maladies oculaires. Mais d'abord, un petit rappel, Laurence, définition de la DMLA. Dégénérescence maculaire liée à l'âge, et c'est un vrai enjeu de santé publique. Pourquoi ? Parce que la population vieillit, l'espérance de vie augmente d'année en année en France et dans le monde, et c'est une maladie de la vieillesse, la dégénérescence de la rétine. Ça touche 600 000 personnes aujourd'hui en France. Le chiffre va doubler dans les 25 prochaines années, justement à cause du vieillissement. Et c'est la première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans. Elle entraînerait chaque année 3000 cas de cécité dans notre pays, ce qui est quand même énorme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a un dépistage précoce qui peut être utile, dépistage de la population, pour éviter l'évolution irréversible vers un lourd handicap visuel. Et la cécité, c'est ça qu'il faut éviter, évidemment. Mais il y a une arme de prévention très accessible, comme vous le disiez, c'est l'alimentation, c'est la nutrition. Et des chercheurs américains viennent de publier une étude, et ils démontrent qu'un régime méditerranéen riche en fruits, légumes et graines, on va comprendre pourquoi graines, permet d'apporter les nutriments qui peuvent prévenir cette maladie de l'œil. On a sollicité un nutritionniste, évidemment. Quand on parle de DMLA, donc de dégénérescence maculaire, au niveau de la macula, on sait que les oméga 3 vont être intéressants et la macula va avoir besoin d'être protégée contre ce qu'on appelle le stress oxydant, et certains micronutriments qu'on appelle les antioxydants vont pouvoir justement protéger cette zone en particulier. Les caroténoïdes sont très intéressants. On les trouve essentiellement dans les végétaux de couleur jaune-orangé ou vert. Donc les poivrons vont être très intéressants notamment. Et au niveau de la couleur verte, on va retrouver la laitue, on va retrouver les épinards, mais également les brocolis ou les choux qui en contiennent en très bonne quantité. D'autres nutriments interviennent également sur la structure de la rétine, et en particulier le zinc, donc, qui est un minéral particulièrement intéressant. Et de la même façon, il intervient aussi dans les mécanismes de protection antioxydants. On va le retrouver essentiellement dans les origines animales, donc en particulier la viande, la volaille, l'huître est très riche en zinc, l'œuf également en contient de manière intéressante.
L'étude met également en évidence la consommation de noix et on sait que les noix sont particulièrement intéressantes pour leur teneur en oméga 3 et ces oméga 3 vont intervenir encore une fois sur la structure de la rétine de manière particulièrement forte et on sait que dans ces oméga 3, on certains dérivés qu'on appelle l'EPA et le DHA qu'on retrouve également dans les petits poissons gras, les sardines, les maquereaux sont particulièrement bénéfiques sur ce plan-là. Ça vaut avant tout en prévention. Et effectivement, les études mettent en évidence que ces nutriments dont on a parlé ont des effets bénéfiques pour limiter la dégénérescence, qui est justement le propre de cette maladie. Donc, comme le dit ce jeune homme, on a des oméga 3 dans notre rétine. Alors, il parlait de macula, c'est la rétine. Évidemment, on retrouve de grandes concentrations d'une certaine forme d'oméga 3, en fait, dans la rétine. C'est la structure primaire de l'œil, la rétine, qui permet d'absorber la lumière. Alors, un gros apport en acide gras oméga 3 pourrait donc renverser la croissance anormale des vaisseaux sanguins dans la rétine. Et c'est cette croissance, justement, qui est la cause principale de la dégénérescence maculaire. Donc, ça provoque ça, hein, on a bien compris pour ceux qui ne connaissaient pas. Absolument, ça commence par une tache noire, c'est le premier signal, le premier symptôme. Et après, si on ne fait rien, si on ne prend pas à temps, eh bien, ça peut... Ça grossit. Ça grossit et c'est la cécité totale. D'où une prévention qui est indispensable pour éviter ce fléau. Enjeu de santé publique, évidemment. C'est dans l'assiette, en grande partie, à partir de 40 ans, 50 ans, il faut consommer du zinc, du bêta-carotène et surtout vitamine E et sélénium. Et comme le disait le docteur Pertou, eh ben, c'est essentiellement dans les noix, dans les graines, dans les amandes, dans tous les oléagineux. Pommes et noix, c'est un bon mélange. Pommes et noix, vous pourriez manger que des pommes et des noix toute la journée, vous auriez en super forme. Noix dans la salade? Noix dans la salade, noix dans les gâteaux, noix tout court, gâteaux noisettes, vous pouvez en mettre partout. Merci Laurence Bruck. En fait, les organisateurs de ce lieu culturel ont eu l'occasion effectivement d'organiser cette exposition unique autour du mythe de Bouddha et autour de la figure de Bouddha, de sa philosophie, sous le patronage du Dalai Lama. Ah bon, c'est lui qui pilote l'affaire. Exactement. Très bien. Bouddha, on peut nous rappeler qui c'est au fait? Alors Bouddha, c'était le fils d'un roi qui a vécu il y a 2500 ans en Inde. Il était issu d'une famille royale, il a eu une éducation extrêmement raffinée, mais préservé de toutes les souffrances de l'humanité. Et puis un jour, à 29 ans, il a décidé de s'aventurer hors des murs du royaume. Et là, il découvre la souffrance humaine. Au Tibet. De son royaume en Inde. En Inde. Voilà. Et là, il découvre la souffrance humaine, la mort, la maladie. Et du jour au lendemain, il décide de quitter sa vie d'opulence, sa vie préservée justement de toutes ses souffrances, pour commencer une quête de méditation, pour essayer de comprendre le pourquoi du comment de cette souffrance et surtout d'y trouver les remèdes. Donc, il va s'éveiller à la véritable nature de la vie, il va devenir un Bouddha. Un Bouddha, c'est un être éveillé. Et pendant 50 ans... C'est ça que ça veut dire, Bouddha? Oui, Bouddha, ça veut dire un être éveillé. Et pendant 50 ans, il va sillonner toute l'Inde pour communiquer son enseignement. Autrement dit, voilà. Il devient Bouddha, mais il ne s'appelait pas Bouddha. Non, il s'appelait Siddhartha Gautama. Non, Siddhartha. Voilà, et puis tout d'un coup, cet homme-là a été un peu déifié, quoi. Mais c'est ça, c'est quand on est dans un état de bodhéité, on devient un être éveillé, donc un Bouddha, tout simplement. Mais il y en avait avant lui, des Bouddhas? Mais non, c'est le premier, William. Eh ben voilà. C'est le premier. Donc je vous propose de partir sur les traces de la philosophie de Bouddha et de la figure de Bouddha, 2000 ans d'histoire à Saarbrück en Allemagne. L'exposition que nous présentons ici retrace 2000 ans d'histoire bouddhiste. Il s'agit d'une plongée chronologique dans l'histoire de Bouddha depuis sa représentation sous forme humaine au début de l'ère chrétienne. La collection que vous voyez ici est exceptionnelle car c'est la première fois que nous la montrons au public. La représentation de Bouddha s'est développée à travers les siècles. Ces postures sont très codifiées et parfois différentes selon la région d'origine. Mais souvent, ces traits réguliers et délicats rappellent son origine noble. Dans les pays d'Asie du Sud-Est, Bouddha a les cheveux bouclés et des lobes d'oreilles démesurés pour exprimer sa grande capacité d'écoute.
Cette représentation de Bouddha date de l'Empire Gupta, une dynastie ayant régné sur le nord de l'Inde à la fin du IIIe siècle. L'art religieux Gupta a fortement influencé la représentation de Bouddha à travers toute l'Asie. La pensée bouddhiste accorde une grande importance à la posture du corps. Les gestes deviennent des mots. Les mains jouent un rôle essentiel et leurs mouvements sont appelés les mudras. Nous voyons un être divin qui attend l'éveil. Cette divinité est très respectée par les Indiens, car elle représente le symbole de la compassion infinie. Ici, la divinité Avalokiteshvara est un futur Bouddha qui repousse son éveil pour se consacrer au bien-être de l'humanité. Cette statue népalaise en bois est notre pièce maîtresse. C'est un peu notre Mona Lisa. Sa conservation est exceptionnelle. Il n'existe d'ailleurs aucune sculpture occidentale en bois datant de la même époque. Cette divinité provient en effet de la dynastie Lishavi, un royaume situé dans la vallée de Katmandou entre le 4e et le 9e siècle. Et c'est pourquoi tout ce que nous montrons ici est unique au monde. Cette exposition montre la constance du bouddhisme à travers les siècles et même les millénaires. Né il y a 2500 ans, le bouddhisme est bien plus qu'une religion. Son impact culturel et philosophique s'est répercuté à travers le monde. Tous les courants du bouddhisme partagent les mêmes racines et tous ont pour objectif de parvenir à un développement mental, spirituel et moral. Ce sont des pièces hors de prix, ça. C'est des pièces hors de prix, c'est surtout des pièces uniques qui n'ont jamais été montrées au public. Et c'est vrai que l'idée du lieu, c'était de faire dialoguer la société industrielle occidentale avec le monde de la méditation, du zen et du bouddhisme. Mais ce lieu est extraordinaire. On est dans une ancienne sidérurgie, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils font toujours des expositions universelles, des expos universelles et exceptionnelles. Et celle-ci, elle dure jusqu'au 19 février. Voilà, donc vous avez le temps. C'est à 20 minutes de la frontière française. Hein, ça oui, vous pouvez y aller à pied. Franchement, hein. Bon. Pourquoi ça nous a intéressé? Parce que le business du TGV, on se dit, tiens, ça c'est bon pour la France. Parfois, il y a de beaux contrats comme celui-là. C'est le moment de se rappeler ce que c'est que ça. D'abord, qui sont nos concurrents? Ils sont connus, bien sûr, et depuis longtemps? Ils sont sur les rangs depuis longtemps. Il y a la Chine, il y a le Japon depuis très longtemps, l'Espagne, l'Allemagne aussi. Non, il y a du monde parce que c'est une course de vitesse, une vitesse technologique, mais c'est aussi une course de fond parce que les acteurs qui sont encore aujourd'hui sur le marché, ils ne sont pas si nombreux que ça, ils sont une petite dizaine, ce sont vraiment des acteurs historiques. Alors en France, nous avons la technologie, là on vient de le voir avec Alstom, et c'est un beau contrat parce que c'est surtout un contrat vitrine. On va s'installer aux États-Unis et on montre face à Bombardier, par exemple le canadien, que nous aussi on sait faire des trains à grande vitesse. En France, on a aussi les records. On a 3 records mondiaux consécutifs. Le dernier en date, il date un petit peu d'ailleurs, c'était en 2007. Regardez, on a quelques images de ce fameux record. 584. 574 km exactement. Ouais, vous y étiez presque. Moi j'avais révisé. Non, parce que Alex, il était dans le train, mais il courait dans les wagons. Il courait dans les wagons. Ça monte de 10 km. Oui, ça additionne. Il courait à la voiture barre. 574. On les a battus successivement les uns après les autres. Les tout premiers qui se sont lancés quand même à la conquête, alors non pas uniquement des machines à grande vitesse, mais aussi des réseaux, parce qu'il faut développer ces réseaux spécifiques. Parce que je le rappelle, un train à grande vitesse, c'est quoi selon l'Union internationale des trains des chemins de fer? C'est un train qui roule à plus de 250 km/h sur une voie dédiée. Voilà. Les premiers qui ont fait ça, ce sont les Japonais. C'était la ligne Osaka, si je me souviens bien, Tokyo. C'était en 64. Shinkansen, non? Voilà, je ne cache rien, vous savez tout déjà. Et les seconds qui se sont lancés dans l'aventure, c'est nous. En 80, avec le fameux TGV. En 81, déjà construit par Alstom. Alors, je le disais, les Japonais, ça fait 60 ans qu'ils s'intéressent à cette question. Ils sont toujours bien positionnés parmi les leaders mondiaux des trains et de la vitesse ferroviaire. Et ils ne sont plus, en revanche, les premiers. Ils devancent quand même les Espagnols et les Français, suivent les Allemands. Mais les premiers au monde, il faut les chercher en Chine. En Chine, pourquoi? Parce que d'une part, ils ont de très nombreuses machines. Ils ont 2500 trains à grande vitesse. Et ils ont surtout, et c'est là où c'est important, le plus grand réseau. Ils ont 20 000 kilomètres dédiés à la grande vitesse. C'est plus de la moitié de l'ensemble des lignes au monde pour la Chine.
Ils ont aussi des contrats qu'ils sont en train d'essayer de vendre avec des voisins, notamment on voit ici. Ça, c'est le projet qui est déjà bien avancé de la ligne Pékin-Moscou. Pékin-Moscou, c'est 7500 km. C'est la distance entre Paris et Rio. Voilà, pour vous donner une petite idée. Eh bien, là, il y a un accord qui a été signé et cette ligne verra le jour. Il faudra quand même 30 heures pour parcourir, pour rallier depuis Tokyo. Pas mal, ça, Pékin-Moscou. Pékin-Moscou, ouais. À faire. Ça peut être. C'est un voyage de 6 jours aujourd'hui. C'est un voyage. Guerre épée. J'allais dire Tolstoï. Guerre épée, tu dois te le lire entre les deux, ça doit être bon. C'est un marché quand même qui est très impressionnant parce qu'on va doubler, dans l'espace de 15 ans, on va doubler les réseaux à grande vitesse. La France est bien placée. Elle veut aussi, au travers de réseaux un peu vieillissants, notamment des machines espagnoles ou japonaises, se placer sur ce créneau-là. Et puis, une fois de plus, il faut le rappeler, on est quand même bien en pointe dans ce domaine. Et ça l'a accrédité, effectivement, la semaine dernière, cette théorie, avec le contrat passé avec les Américains. D'autant que là, on équipe la ligne la plus dense, mais il y a la Californie, il y a le Texas. Tous les grands espaces nous intéressent, parce que c'est bien l'intérêt des lignes à grande vitesse. C'est de réduire les temps de parcours entre deux villes qui sont très distantes l'une de l'autre. Bien, merci pour toutes ces explications, comme on dit à la télé. Aujourd'hui sort au cinéma, et nous parlons de l'actualité musicale maintenant, Ben Hur. Alors, c'est une adaptation, bien sûr, du film célèbre de 1959. Et alors, Alex Jaffray, le spécialiste des péplums, en a profité pour enfiler sa petite jupette. Il a huilé ses pastèques et vous allez voir ce que ça donne. J'étais sûr. De même qu'il y a de la musique pour western, de même que des comédies, vous reconnaissez là pas, de même qu'un drame là, il y a une musique typiquement péplum. Absolument, absolument. Alors, avant de parler du célèbre Ben Hur de 59 de William Wyler avec la musique de Miklos Rozsa, on va parler de celui qui sort aujourd'hui. Et parce que c'est vrai qu'il y a toujours un côté, c'est un mélange entre le côté épique, c'est-à-dire très percussif, et puis généralement, si on veut faire vraiment d'époque et un peu romain, ou en tout cas, il y a des cuivres, écrits à la quinte. C'est-à-dire avec des quintes, c'est-à-dire il y a 5 tons, une quinte, c'est 5 tons, et qui suivent comme ça. C'est un truc, personne en musique classique, il n'y a pas d'autre endroit où on utilise ces quintes comme ça, ce qu'on appelle parallèle, ce qui fait tout de suite Parce que moi, il n'y a que dans la touque que j'ai utilisé. Oh, c'est joliment aussi, c'est très bien, c'est très bien. Nathanaël, elle n'est pas drôle ta blague. Ah oui, il voulait loup hors de prix, c'est un peu trop cher. Je vous ferai une location de vanne un peu moins chère. Le gars qui fait la musique cette fois-ci, c'est Marco Beltrami. Marco Beltrami, on n'en parle pas souvent, mais c'est le petit chouchou américain, parce que Marco Beltrami, c'est pas son premier blockbuster. C'est-à-dire qu'il a fait Scream, il a fait iRobot avec Will Smith, il a fait Wolverine, vous savez, avec Hugh Jackman. Ah oui. Il a fait World War Z avec Brad Pitt. Donc le gars commence à avoir empilé un paquet et on commence à vraiment à parler de lui parce qu'il fait tous les genres, très très bien. Ce que je vous propose, c'est de découvrir la bande-annonce du nouveau Ben Hur avec la musique de Marco Beltrami. On a viré les dialogues et les bruitages juste pour profiter de la musique de Monsieur Marco. Allons-y. Danny Glover. Non, il avait un déguisement bizarre. Oui. Non, j'ai cligné des yeux à ce moment-là. Il m'a semblé, mais c'est peut-être pas lui. Non, c'est peut-être pas Danny Glover. C'est peut-être Morgan Freeman. C'est Morgan Freeman. Même en clignant des yeux, je l'ai reconnu. Alors, c'est dingue. Donc, on fait un son en 59 parce qu'en 59, le Ben Hur, parce que pour l'instant, voilà, celui-là vient de sortir, donc on verra si ça va remplacer. Mais le Ben Hur, quand même, le film aux 11 Oscars de William Wyler, musique de Miklos Rozsa. Miklos Rozsa, immense compositeur qu'on voit ici, dont on parle pas assez souvent. Le gars a quand même 3 Oscars. Il a bossé avec Hitchcock, avec Cukor, Van Gogh de Mignelli, c'est lui qui a fait la musique. Othello de Cukor, c'est lui. Il a eu un Oscar aussi avec La maison du docteur Edwards de Hitchcock. Oui. C'était avant que Bernard Herrmann, le compositeur, travaille avec Hitchcock. Il travaillait avec Miklos Rozsa. Providence d'Alain Resnais, c'est aussi lui qui a fait la musique à la fin de sa carrière. Le gars est immensément fort et lui, il a vraiment travaillé sur ce que je vous expliquais tout à l'heure, les quintes, c'est-à-dire le côté pam, 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 vous savez, les cuivres comme ça qui vous donnent tout de suite l'ouverture avec le gars qui jette dans l'arène. Le gars qui rentre dans l'arène, avec sa petite jupette en cuir, on est fans tous les deux. Et je vous ai retrouvé des images extrêmement rares de 79 de Miklos Rozsa qui dirige justement Ben Hur avec un orchestre. Regardez.
Alors Ouais. attention, parce que qui dit bénure dit aussi il y a le thème épique avec les cuivres et puis le thème romantique parce qu'il y a une histoire C'est le d'amour. cas, là. Ça Ouais. c'est le thème romantique. Et puis une sorte de trahison parce que je vous rappelle que c'est quand même son frère qui l'a abandonné lâchement. C'est beau, hein, c'était pour non, bon d'accord. C'est émouvant. C'est exactement, c'est le mot que je cherchais. Il a fini? Non, il n'a pas fini. Non, parce que à partir des années 60-70, comme tout le monde a usé les films avec les bonhommes en petites jupettes et gladiateurs, Ah bah ça et les s'est tigres, calmé. ça s'est un peu calmé. Il a fallu attendre 2000 que Ridley Scott revienne avec Gladiator et Russell Crowe. Et oui, Gladiator, Russell Crowe, voilà. Et l'immense Hans Zimmer. Hans Zimmer qui a composé la musique. Et lui, il est super malin parce qu'il s'est dit, je vais pas aller là où tous les autres vont Quoi? déjà, c'est-à-dire les percussions, les cuivres et tout. Il fait pas la quinte, lui? Non, lui, il fait pas la quinte. Lui, il fait beaucoup plus fort. Qu'est-ce qu'il a perdu, Russell Crowe, dans le film? Il a perdu sa femme. Et donc, ah oui. Et donc, Hans Zimmer, le compositeur, décide d'utiliser une voix de femme. C'est Lisa Gerhardt, une chanteuse avec une voix extrêmement prégnante et puissante. Et c'est cette voix-là qu'on va entendre pendant tout le film. Écoutez bien, la musique, vous l'avez dans l'oreille. Et c'est l'idée géniale de Zimmer. Avec Joachim Phoenix. Ouais. Déjà très très bon. Très très bon. Pas très, mal très ça, bien. Très, très- le coup de Zimmer là. C'est bien, hein, c'est malin, parce qu'évidemment, sinon tout le monde fait ah ouais, mais ils l'ont déjà fait, les cuivres et tout ça. J'aurais pu vous parler de Spartacus, de Kubrick, Oui. avec la musique d'Alex North, le triste Alex North qui a fait toute la musique de 2001 et dont la musique a été remplacée parce que Kubrick a changé d'avis, a mis que Strauss et des musiques connues. Et il n'y a plus Au qu'une dernier petite moment. minute au dernier moment et Alex North fait ah oh. Ah zut. Ouais, voilà. Et Vous ça arrive aurez un parfois. petit dédommagement? Non, oui, un petit bisou, allez, une tape sur les fesses, c'est bon. Voilà, eh ben, ça sort là, Bénure. Allez le voir. Ouais, Morgan Freeman, effectivement. Les autres acteurs sont pas très connus. Non. Voilà. Et le réalisateur a un nom que j'adore, Timur Bekmambetov. Hein, et d'un coup, t'as vu? Alors ça s'écrit pas comme Beethoven. Non. Mais bon, il faut le savoir. Kekman, ça s'écrit K-E-K, MAM, M-A-M, et Beethoven, c'est B-E-T-O-V. Ah, Beethoven, comment vous appelez Beethoven? Il a fait simple pour la fin. Il avait fait son dernier film, c'était Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Il faut voir ça, imaginez, Il vous a fait mélangez ça les vampires et Abraham Lincoln, il a fait ça. Ouais, non, le gars est fou, hein, le gars est possédé. Il avait- Alors on commence par un domaine qu'on connaît un petit peu, hein, bien que ce ne soit Oui. pas le nôtre, c'est la Alors, communication, mais c'est laquelle? La communication, mais la communication politique, et plus exactement un ratage peut-être en matière de communication politique. Vous allez voir, parce que si je vous dis Elpis, vous pensez bien sûr à cette figure de la mythologie grecque, une dame qui s'appelle Elpis, E-L-P-I-S, qui porte la corne d'abondance. Vous pensez à ça, tout de suite. Oui, c'est son nom, E-L-P-I-S. Oui, Turenne aussi, et Voilà. Versal aussi. Donc cette dame qui, vous voyez, elle porte la corne Oui, d'abondance. Bah, elle s'appelle Elpis. ELPS, c'est le nom que Benoît Hamon a choisi pour c'est la structure politique de récolte des fonds pour sa campagne pour la Oh là. primaire Ah oui, de ça la va- gauche. Ça va faire ricaner dans les rédactions et dans les émissions de télé du matin. Parce que justement, comme elle porte la corne d'abondance, vous voyez abondance, espoir. Abondance, Elpis. Bah oui, c'est Il a- son non, nom. franchement, il a appelé ça Elpis? C'est ELPIS. Libération ce matin et tous les réseaux sociaux ricanant depuis. Cela dit, c'est pas idiot parce que tout le monde va s'en Ah souvenir. bon, on en parle, oui. et on en parle, attention. Et on sait donc comment s'appelle la dame qui a la corne d'abondance. Oui, puis on sait que c'est Monsieur Hamon et qu'il cherche, Voilà. il cherche des fonds. Exactement, article dans Libération. Pas bête. Autre série d'articles qui nous prouvent également que les gens sont méchants et qu'ils ricanent, ce sont les articles qui parlent du film Ben-Hur, le remake, on en a parlé tout à l'heure. Le seul article de ce matin qui en disent pas trop de mal, c'est là-dedans, c'est dans 20 minutes, le journal 20 minutes. Ce sont les seuls qui sont pas trop méchants, peut-être, allez savoir, parce que ce film fait une grosse page de publicité dans ce même journal. Ça n'a peut-être aucun rapport, mais enfin, les autres journaux sont assez méchants. Ils sont beaucoup moins tendres vis-à-vis de ce film. Le Parisien aujourd'hui en France parle d'accidents industriels et de films sans âme. Libération de grosses galères. Le Figaro parle d'un navet, le nanar de la semaine. Je cite le Figaro. Malgré la 3D, ce film n'a aucun relief. Les batailles sont confuses, les galères ressemblent à des maquettes et les acteurs sont aussi mauvais que dans un porno sans scènes érotiques. Je cite le vous voyez, Figaro. Gersal, les films que vous aimez bien. Morgan Freeman est quand même formidable. Alors ils disent, il y a telle performance d'acteur, Mais c'est le seul. un tel se donne du mal, Il a etc. peut-être des impôts à payer, hein, Morgan Freeman. Là, il s'est dit, il faut que j'y aille. Allez dans les salles, vous faire une opinion par vous-même. Bien sûr, bien sûr.
Mais sachez que la presse est beaucoup plus aimable à propos d'un autre film américain, c'est avec Diane Kruger, ça s'appelle Infiltrator. Elle incarne une policière qui s'infiltre dans le milieu des trafiquants de drogue. Film efficace, nous dit le Parisien. Et si vous avez envie d'un film français, vous voyez juste à côté L'Humanité, le journal La Croix, qui reparle de ce film dont Charlotte Bouteloup nous a parlé ici même. Vous savez, France, ce film qui se passe pendant la guerre, enfin juste après la guerre de 14. Film pourtant d'abord difficile, puisqu'il est à moitié en allemand, c'est en noir et blanc. Mais enfin, ça vaut vraiment le coup. François Ozon, comme vous l'avez vu, et Pierre Ninet dans les salles en ce moment. Et autre film français d'un tout autre genre, là c'est dans le Figaro, ça s'appelle Voir du pays et c'est un film sur les jeunes femmes militaires françaises. C'est une fiction, hein. Mais oui, qui reviennent d'Afghanistan. Voilà, elles reviennent d'Afghanistan, c'est le moment où vraiment elles commencent à se demander si elles n'ont pas été un peu trop traumatisées par ce qu'elles ont vu. Vous savez, oui, la mais il faut décompression. expliquer, c'est l'histoire, et raconte le SAS. Quand elles reviennent, elles passent 3 jours, c'est à Une espèce de stage. Oui, elles restent là pour... avant de retourner à la vraie vie. Eh bien, il se passe des trucs bizarres pendant les 3 jours. Donc c'est un film qui s'appelle Voir du pays. Et je termine avec un petit peu plus léger, même beaucoup plus léger, puisqu'il s'agit d'un record français que j'ignorais. Le Parisien aujourd'hui en France nous apprend que nous sommes, nous autres Français, les champions du cache-cache. Nous sommes les meilleurs planqués. Dit avec amusement le journal, c'est une équipe française qui a été sacrée championne du monde de cache-cache ce week-end en Italie. 5 étudiants des Alpes de Haute-Provence ont remporté cette compétition en Lombardie, dans le nord de l'Italie. Et oui, article dans le Parisien. Ils sont toujours cachés en fait. C'est bien ça. Oui, enfin, vous savez, si vous faites alors, ils se cachent où? C'est dans un parc, il y a des arbres. Si vous faites ça dans votre jardin, vous pouvez dire que c'est le championnat du monde de cache-cache des jardins. Hein. Je pense qu'on se proclame beaucoup championnat du monde, mais quand même, on est champion du monde. On n'était pas au courant de ça. Voilà, c'est dans le... L'année prochaine, il faut absolument suivre ça. Parisien. Merci beaucoup, Frédéric. On continue avec Anna Reinhardt qui va vous emmener dans les coulisses d'un véritable NID d'artiste. Au pluriel, il y a des sculpteurs, des photographes, des peintres, j'en oublie probablement. Ils sont tous réunis au sein d'un même lieu. Mais c'était quoi avant ça? C'était une usine de piles, William. De piles. Une usine de piles jusqu'en 86 à Saint-Ouen, aux abords de la grande capitale. Ah oui. Vous voyez, juste en lisière des puces. La pile W. Et la pile W elle-même, tout à fait. Donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est que tous les observateurs, tous les spécialistes s'accordent à dire que ça y est, la créativité française rejoint les niveaux des villes comme Berlin, par exemple. Vous savez, on pensait toujours à Berlin comme la terre d'accueil de tous les artistes un petit peu alternatifs, indépendants, libérés des milieux un peu clos, trop fermés, trop copains-copains, comme ça a longtemps été le cas dans l'art à Paris. Eh bien, ça y est, Paris est au rang de ces capitales-là en termes de liberté, d'ouverture de lieux. C'est le cas pour ces artistes du Wonder, donc c'est le nom de ce lieu qui a été maintenant réhabilité après des mois de travail par les artistes qui l'occupent. Ils ne sont pas du tout dans l'illégalité, c'est ça la nouveauté. C'est-à-dire qu'ils ne squattent pas. Ils ne squattent pas, ils ont une convention. Le propriétaire des lieux, qui est un célèbre fabricant de meubles, a établi une convention avec ces artistes. Ça fait 3 ans qu'ils sont là. Ils sont là pour autant de temps que possible, parce qu'il faut dire qu'à récupérer un lieu industriel, c'est pas simple. On imagine ce qu'il y a dans le sol, il doit falloir dépolluer, etc. Ils ont bossé comme des malades. 1 an pour défricher cet endroit, le rendre habitable à nouveau. Et le résultat, c'est une créativité au top. Vous le disiez, musiciens, peintres, sculpteurs, plasticiens. Ils cohabitent, Voilà, 20 vivent sur place, 60 y travaillent, avec des règles morales toutes simples. La première, c'est celui qui travaille a priorité sur celui qui dort, qui a priorité sur celui qui se détend. C'est-à-dire qu'on peut gêner quelqu'un parce qu'on est en train de travailler, mais pour aucune autre raison. Ils sont tout jeunes. Quand vous dites ils travaillent, mais qui dort? Ils vivent là-bas? Il y a une vingtaine d'artistes vivent là-bas. Vraiment, c'est comme 33 une 000 académie. mètres carrés. William, on n'a aucune idée de ce genre d'espace. Non. Et ces espaces de plus en plus voués à la destruction, ça y est, on les donne aux artistes et on a tout compris. Ils vous ont filé les clés pour passer par derrière, pour ouvrir? Oui, grande porte. Allez. Un peu rouillée, mais ça marche très bien. On a commencé en octobre 2013 à ouvrir ce lieu, qui était donc une friche industrielle laissée à l'abandon depuis 1986. Et aujourd'hui, on abrite plus de 60 artistes de tous horizons qui travaillent chez nous, donc dans 27 ateliers privatifs. Ce projet, ça répond à une vraie demande des artistes. Et un des vrais problèmes aussi de Paris, c'est le manque d'espace en général.
Et l'idée d'ouvrir des ateliers à des prix très accessibles, c'était de donner un peu plus de chance à des gens qui ont vraiment la nécessité de l'espace. Pas forcément quelqu'un qui connaît la bonne personne comme Paris le veut beaucoup. Je ne sais même pas combien de temps j'y suis resté là-bas. Je sais que c'était il y a longtemps, que les temps ont changé. Je sais que là-bas, mon âme s'est flétrie. La sélection des artistes se fait sur dossier, avec une reconnaissance de l'aptitude à comprendre un projet collectif. C'est-à-dire qu'on préférera toujours quelqu'un qui sera apte à donner un petit peu de son temps pour faire évoluer le projet et le faire aller de l'avant, plutôt que le meilleur artiste. On est beaucoup axé art contemporain et moins culture urbaine, ce qu'on a l'habitude de retrouver dans ce genre de lieu. Ce qui est intéressant justement, c'est que voilà, on a un échange avec des gens qui vont faire des expos à l'étranger, à côté de gens qui vont être beaucoup plus casaniers. Ça peut aller du gars qui est encore en école des beaux-arts ou des arts déco et qui a besoin plus que les autres de travailler à la maison, jusqu'au chanteur de rock poète qui a besoin d'un micro et des fois un ampli branché pour s'exprimer. Ici, on peut nous appeler un collectif, mais en vrai, on n'est pas vraiment un collectif. Chacun a son projet individuel, mais va dans un sens collectif qui est le bâtiment. Pousser le bâtiment vers le haut, et forcément, il y a des rencontres qui se passent. Je pense qu'on a aussi une esthétique de la friche qui est rentrée complètement dans les productions des gens. La friche comme un espace de possible, de création, où tout est à faire, à refaire, en fait. S'il y a vraiment un dénominateur commun avec cet espace, c'est créer l'espoir, quoi. Montrer que c'est possible, en plus ça peut arranger tout le monde. Avec notre bailleur, ça se passe très très bien. Il y a tout à y gagner, quoi. Alors vous allez soulever des vocations, là. Comment il faut faire pour faire partie des heureux élus? Il faut déposer un dossier. Il n'y a pas de copinage qui existe au Wonder. Alors il y a un comité de l'usine Voilà. qui dit, bon, toi, on prend, lui, on prend pas. Absolument. Ils sont combien, vous avez dit, là-dedans? Ils sont une soixantaine à y travailler. Soixantaine. Et ce qui est génial, c'est que le milieu de l'art est maintenant obligé de les prendre en compte. Les gens que vous avez vus dans ce sujet, ils produisent pour les hauts lieux d'exposition en France. Nelson Pernisco, il est dans la cour des Archives nationales dès octobre. Il est aussi à Nice, au Centre d'art, avec son acolyte qui fera la musique. Les groupes que vous avez vus jouent dans les festivals cette semaine à Biarritz. Enfin, et le peintre François Malingret va être, lui, exposé aux Beaux-Arts de Nancy. Enfin, ça n'arrête pas, ce sont des gens... À suivre, nous, on retournera les voir de temps en temps. Mais on peut y aller tous les jours. Il a quelque... La semaine dernière, avec Sylvie, nous étions à Villepinte, dans la banlieue parisienne, pour le salon Maisons et Objets. C'est une grande manifestation internationale. Et là, la semaine du design, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, en fait, c'est ce qu'on appelle le off du salon. C'est-à-dire que c'est hors le salon à Villepinte, c'est dans la ville, c'est à Paris. Le salon de Milan, vous savez, je vous en parle aussi régulièrement, fait la même chose dans Milan. En fait, dans les galeries, dans des exactement, dans des la magasins. différence, c'est le grand public. C'est-à-dire que Villepinte, c'est professionnel, il faut être professionnel pour aller là-bas. Ici, pendant la Design Week, c'est grand public. Donc une partie de ceux qui est présenté aux professionnels, qui est réservé un peu à l'élite du métier, hop, là, ça descend dans la ville et tout le monde peut regarder. Exactement. Eh ben, c'est bien. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, la jeune garde du design, qu'on n'a pas facilement l'occasion de pouvoir voir, est exposée à Nao Le Hoff. Vous savez, Nao Le Hoff, c'est le nom de l'exposition, et c'est la Cité de la mode et du design, le grand bâtiment vert qui se trouve sur les la limace au bord de la Seine, voilà. là. Ah oui. Et donc, voilà, il y a des j'allais dire des talks, pardon, il y a des débats. You speak French de temps en temps? Of course. Never. Surtout me. Elle fait du design. Je fais du C'est terrible, design. ça. Est-ce qu'il y a un truc qui... Mais c'est pas moi, c'est... génial. Le Nao quoi, vous avez dit? Nao Le Hoff. Enfin, c'est maintenant, enfin, voilà, c'est ce qui se passe maintenant, c'est ce qu'il y a là, c'est un petit peu cœur de tendance. Alors, il y avait quand même 200 lieux dans Paris. J'en ai choisi un. J'ai choisi quoi? J'ai choisi le dernier
concept store qui s'est ouvert autour, et le seul d'ailleurs en Europe, qui s'est ouvert autour des métiers d'art, autour de l'artisanat d'art. 680 mètres carrés mis en scène magnifiquement par Elisabeth Le Riche, une sélection de produits Jean-Luc Colonna. Enfin bon, bref, quelque chose qui va faire waouh dans le... Waouh. Ça, c'est pareil. C'est une French, on comprend, là, waouh. Oui. Allez, on va looking tour le truc. Regardez, ouais. Paris Design Week, c'est en même temps que Maison et Objets, le salon de la décoration. Des acheteurs du monde entier viennent pendant ce moment. C'est vraiment un ensemble de showrooms, de moments créatifs. Et ici, qui est un lieu dédié aux créateurs, il est tout à fait naturel que nous en soyons un des éléments importants. C'est un lieu complètement atypique, parce que c'est un lieu de commerce, mais c'est aussi un lieu de connaissance et d'initiative où on va voir comment travaillent les artisans d'art. Et donc, on a imaginé des petites cellules de créateurs où on voit leur univers, leur atelier. Aujourd'hui, les gens sont curieux de savoir comment sont faites les choses. Et donc là, on donne à voir un petit peu l'envers du décor. Aujourd'hui, il y a, face à la mondialisation, vraiment un engouement pour des objets différents et singuliers. Je crois que le consommateur est en quête de sens. Tout va trop vite. On a besoin justement de retrouver un petit peu de temps. Et cette notion de temps, dans les métiers d'art, est très présente, parce qu'il faut du temps pour faire un objet. On est dans une société qui tend à se dématérialiser, et plus on va vers cette dématérialisation, plus on a besoin de s'ancrer dans la matière. L'artisanat n'est plus cantonné à l'artisanat d'art, au contraire c'est créatif, et puis il y a une jeune génération montante qui sont complètement inscrits dans cette ère du design, et où justement ces deux univers se rencontrent. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est une nouvelle modernité, une nouvelle vision des choses, et les jeunes consommateurs aujourd'hui sont très intéressés et sont très impliqués dans justement cette nouvelle façon de produire, de consommer des objets, avec un vrai regard sur l'époque qui nous en dit long sur cette quête de sens. Les valeurs que portent les créateurs de métiers d'art sont pleinement dans cette thématique qui est celle de la Paris Design Week, de valorisation des objets, de les réhabiliter. Il y a parfois du recyclage, mais c'est aussi dans la transformation de la matière. C'est notre âme qui est ici dans ces objets-là. Et quand on acquiert un objet métier d'art, ce n'est pas un objet de consommation, c'est un objet qui va apporter quelque chose qui est enraciné dans la culture, dans l'histoire, et qui porte ce que lui a donné son créateur. Il lui a mis toute son attention en le réalisant. Il est bien, votre spécialiste rockabilly, là. C'est le président de l'atelier d'art de France. Où est ce lieu, là? On peut le visiter, donc, tous les jours? Alors, c'est dans le Marais à Paris, dans le quartier du Marais à Paris. C'est Paris Design Week, alors... aborde aussi, pourquoi j'ai choisi aussi ce lieu, le Paris Design Week aborde aussi le recyclage dans la matière. Oui. Et l'artisanat d'art, comme le disaient Serge Nicole et Elisabeth Le Riche, est vraiment pile poil dans ça. C'est-à-dire que les artisans d'art, depuis très longtemps, retravaillent la matière, la poussent, refont, peuvent même la refondre. Alors, on visite, on peut acheter? Bien sûr, c'est un concept store, je suis désolée. C'est un concept store. Ah oui, c'est un magasin, quoi. Oui, c'est ça. Et... oui, mais un magasin dédié avec une thématique, un concept, et donc autour de l'artisanat d'art. Il y avait un bel ours. Il est en bouse de vache. C'est une blague? Non, c'est pas une blague. J'ai l'air de blaguer, moi. Oui. Est-ce que je suis une blagueuse? Oui. Il n'y a pas mais je vous assure, il est en bouse de vache. Oui, évidemment. Non, c'est une sculptrice qui travaille ça. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Ferme ta bouche, il me dit. Vous faites du bruit, hein? Ça veut dire tais-toi. D'accord. Merci, mesdames.